Du plastique partout, des perturbateurs endocriniens, la pollution chimique et la liste est longue. Par nos activités, nous bouleversons notre environnement et cela se retourne contre notre santé avec toutes ces substances souvent que l'on retrouve dans nos assiettes. Guillaume Decoq tire la sonnette d'alarme dans un livre et sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes docteur en pharmacie, professeur des universités, praticien hospitalier à l'université de Picardie Jules Verne et au CHU d'Amiens Picardie. Auteur du livre donc Boomerang, comment la mise à mal de notre environnement met en danger la santé humaine. C'est aux éditions du Rocher. En clair, environnement en péril égale santé humaine en danger. Avant de vous donner la parole, un cas concret et non des moindres. Il pourrait s'agir de la pire catastrophe environnementale de l'histoire. L'évocation même d'ailleurs de leur nom a de quoi faire peur. Les polluants dits éternels, les PFAS, pour substances perfluoroalkylées qui ont envahi notre environnement et nos vies. Guillaume Villadier. Si nos vêtements et nos chaussures sont imperméables, c'est grâce aux PFAS. Les poils anti-adhésives, aussi grâce aux PFAS. Un rouge à lèvres longue tenue, une peinture anti-tache, toujours grâce à eux. Miracle de la chimie, les PFAS sont partout, résistants à tout, à l'eau et à la chaleur. Ces PFAS, on les manipule au quotidien, dans les emballages alimentaires, dans le textile, dans plein d'autres produits que l'on trouve chez soi, mais aussi dans de nombreux procédés industriels. Ultra pratique mais aussi ultra polluant. Sous l'appellation PFAS ou polyfluoroalkylé se cache une famille de molécules, des milliers de produits sous forme de gaz, de poudre ou de plastique extrêmement persistants. C'est pour cela qu'on les a créés, c'est aussi pour cela qu'on les appelle les produits chimiques éternels. Comme ils disparaissent jamais, ils ont tendance à s'accumuler dans l'environnement parce que d'un côté ça arrive toujours et de l'autre côté ça se dégrade pas ou très lentement. Résultat, une contamination irréversible et totale. Des PFAS, on en trouve partout, pas seulement à proximité des usines qui les produisent, non, vraiment partout, dans l'air, dans les eaux, dans les sols. Ce chimiste en a trouvé dans les eaux de pluie du monde entier. D'après notre étude, il n'y a nulle part sur la planète où l'eau de pluie est propre à la consommation, même en Antarctique, même sur le plateau tibétain. Nous avons rendu la planète inhabitable pour la vie humaine en la contaminant de manière irréversible, de sorte que plus rien n'est propre. On a franchi une limite planétaire. Et les rapports alarmants se succèdent. La semaine dernière en France, la préfecture de Lyon déclarait impropres à la consommation les œufs prélevés à proximité des usines chimiques. Pire, cette étude américaine selon laquelle consommer un poisson d'eau douce pêché dans un lac ou une rivière reviendrait à boire pendant un mois de l'eau contaminée au PFAS. Les pêcheurs, leurs familles sont exposés à des doses beaucoup plus fortes que ce qu'on va ingérer quand on se contente, entre guillemets, de boire de l'eau contaminée, puisque les poissons ont fixé, concentré ces polluants, PFAS, et donc en un repas, on peut en ingérer autant que pendant des semaines si on se contentait de boire de l'eau. Entre autres effets sur la santé, les polluants éternels provoqueraient une augmentation du taux de cholestérol, des cancers, auraient des effets sur la fertilité, perturberaient la croissance des enfants et dégraderaient le système immunitaire. La pollution par les PFAS qui a été faite, elle est là pour très longtemps, plusieurs décennies, peut-être plusieurs siècles. Maintenant, c'est pas une raison pour baisser les bras et se désespérer, il faut au contraire agir rapidement et fortement pour qu'on arrête la production de ces produits qui n'ont rien à faire dans une production industrielle responsable. Certains industriels, comme ce groupe américain accusé d'empoisonner une partie du nord de la Belgique, ont promis de cesser de produire des PFAS d'ici 2025. Il y a 2 semaines, 5 pays d'Europe du Nord ont déposé un projet visant à restreindre ou interdire les polluants éternels. Votre réaction, Guillaume Lecoq? Je dirais que c'est encore un exemple supplémentaire d'un produit de synthèse qui, relargué dans l'environnement, est peu ou pas biodégradable et qui vient s'ajouter à une liste déjà longue. Et nous, humains, sommes exposés quotidiennement, dans le cas de ces PFAS, à des petites doses, des doses parfois infinitésimales, mais qui, sur le long terme, peuvent avoir des effets délétères très importants. Ouais, il y a cette étude impressionnante aux États-Unis, notamment sur les poissons d'eau douce. Guillaume le disait, ça équivaut à boire de l'eau contaminée pendant un mois. Diriez-vous que le poisson est l'un des aliments par excellence qui est un baromètre, au fond, de cette pollution de l'environnement que nous créons parfois nous-mêmes?
Alors, il n'y a pas que le poisson. Quand on lit votre livre, on n'a pas envie de manger de champignons non plus, c'est sûr. Non, en fait, ça traduit un phénomène qui est connu de longue date, c'est-à-dire que ces petites doses de contaminants de l'environnement sont mangées par des petits animaux, qui eux-mêmes sont mangés par des plus gros animaux, et ainsi de suite. Et quand l'homme se retrouve en fin de chaîne, qu'il mange du poisson ou un autre animal qui a accumulé ces toxiques, eh bien, il est lui-même exposé aux effets toxiques, souvent une toxicité chronique sur le long terme, liée à ces polluants de l'environnement. Et sur les champignons ? Alors les champignons, ce sont ce qu'on appelle les formidables bioaccumulateurs, c'est-à-dire que eux aussi, par leur mode de vie, en fait, par leur biologie, sont capables de puiser. Alors on peut s'en servir des fois en dépollution justement, parce qu'ils accumulent en puisant tous les toxiques qui se trouvent dans l'environnement et en les accumulant dans le champignon lui-même. Et si on s'en nourrit, on s'expose là aussi à de la toxicité. Alors justement, quel lien faites-vous entre cet environnement que l'on malmène de par nos actions, nos modes de vie et la santé ? Vous avez parlé de toxicité. Concrètement, quelle maladie ? On parle de cancer notamment ? Oui, là, dans le reportage, c'était assez explicite. Alors, on va retrouver assez souvent d'ailleurs cette même liste de maladies qui a été citée ici. Alors, employée au conditionnel, parce qu'on est encore loin de connaître la toxicité de tous les polluants de l'environnement. Mais effectivement, ces substances qui se comportent en perturbateurs endocriniens vont jouer sur certains de nos organes qui sont sous la dépendance des hormones. Et c'est une cause possiblement de cancer, c'est une cause de perturbation de la fertilité humaine, de développement cérébral chez l'enfant, etc. Donc on va assez souvent retrouver les mêmes pathologies pour des familles chimiques extrêmement diversifiées. Alors, puisqu'on parle aussi de pollution au plastique, il y a cette affaire qui prend de l'ampleur. L'État français a décidé de porter plainte après la marée de microbilles de plastique qu'il déferle sur la côte atlantique. On les appelle les larmes de sirène. C'est pas si romantique que cela. Ça vous inquiète ? Et là, quelles peuvent être les conséquences de ces images désolantes ? C'est un autre exemple, justement, de ces composés qui sont très peu biodégradables. Les plastiques sont à l'origine de nouveaux continents. On va jusque-là avec le jeu des courants marins. On voit une accumulation de ces plastiques en surface des océans. Ça peut être ingurgité par des oiseaux, dit-on, sur le littoral. C'est toute une partie du littoral ouest. Par les oiseaux, par les poissons. Une étude néerlandaise relativement récente a montré que dans le sang de patients, dans la quasi-totalité des cas, on retrouvait ces nanoplastiques, donc des très très fines particules, puisqu'on part de gros morceaux de plastique qui se désagrègent en morceaux de plus en plus petits, jusqu'à devenir invisibles, mais pourtant bien présents dans notre sang, dans nos organes, dans certains de nos organes. Et on en connaît encore mal, justement, les conséquences sanitaires à long terme. Alors, les autorités, on a envie de se dire qu'elles ont pris la mesure un peu partout dans le monde du danger. Pourtant, parfois, il y a des résistances étonnantes. Vous prenez dans un chapitre consacré à la menace agrochimique l'exemple de l'eau polluée du robinet. Ça se passe en France, il me semble. Et finalement, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, quelques jours après, elle dit que la norme, ça pose pas de problème. En tout cas, elle l'a relevé, la norme. On pourrait citer d'autres exemples. D'ailleurs, l'utilisation du terme norme est en lui-même assez paradoxale, puisque la norme, ça serait zéro polluant dans l'eau. Ouais. Donc on accepte déjà un certain seuil, et effectivement, on l'a vu avec le métolachlore, donc une molécule pesticide que l'on retrouve aujourd'hui dans l'eau, même si on ne l'utilise plus, elle est interdite actuellement comme pesticide, donc on récupère actuellement dans l'eau potable des molécules qui ont été utilisées des dizaines d'années auparavant. Ouais. Et donc, effectivement, on relève le seuil pour dire qu'il n'y a plus de problème. Et on pourrait aussi parler du glyphosate. Il y a eu aussi, d'ailleurs, en parlant de résistance, un non-lieu dans l'affaire du chlordécone aux Antilles, affaire retentissante. Et puis, l'actualité, on en parlait tout à l'heure, la Belgique qui est sommée désormais d'arrêter ces dérogations données à la culture de la betterave. La France, on vient de l'apprendre, même chose. La France s'est interdite depuis 1999. Sur certaines cultures, sur le tournesol. Oui. Pourquoi il y a ces résistances et quelle est votre réaction à cette affaire des néonicotinoïdes ? Alors, pour le cas français, on était en passe d'interdire complètement les néonicotinoïdes il y a quelques années. Là-dessus est survenue une épidémie de jaunisse de la betterave, c'est-à-dire une maladie de la betterave sucrière causée par un virus qui lui-même est instillé par des pucerons. Donc on a ressorti cet insecticide pour se débarrasser des pucerons et limiter les épidémies de jaunisse de la betterave à titre dérogatoire. La dérogation était prévue jusqu'en 2023. En 2023, on veut la
on redemande une dérogation et cette fois-ci, elle ne passe pas. Donc il y a un facteur économique qui entre en jeu, c'est ça? Bien sûr, là c'est la filière betteravière, mais elle doit trouver aujourd'hui des alternatives à ces molécules extrêmement toxiques pour préserver leur culture. Alors le problème aussi, c'est qu'on a envie de vous dire, ce soir, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Parce que vous, moi, ce soir, à travers nos vêtements, celles et ceux qui nous regardent, on participe de cette pollution de notre environnement, d'où l'effet boomerang. Donc on fait quoi? Est-ce que c'est réversible? Est-ce que c'est irréversible? Alors, il y a quand même, heureusement, beaucoup de choses qui sont réversibles. Il y a des actions individuelles par nos comportements de tous les jours, tout simplement de ne pas jeter ces déchets n'importe où. Ça paraît une évidence. Mais pourtant, quand vous parcourez la nature, la ville, vous voyez des déchets partout. Des mégots de cigarettes. Des déchets plastiques, même dans le caniveau. L'eau qui les emmène, elle finit quelque part. Et donc, tous les toxiques qu'elle emmène avec elle, finissent dans les rivières, dans les océans, donc c'est pas dans l'eau tout ou rien. On peut tous, chacune faire des gestes au quotidien. Les grandes industries, notamment pétrochimiques, elles doivent revoir leur copie, encore et toujours. Oui, il y a déjà eu d'énormes progrès qui ont été faits. Cela doit continuer, notamment sur des industries extrêmement polluantes. On pense à l'industrie textile, par exemple, qui est une des plus polluantes. Et puis, il y a des actions qui, nécessairement, doivent se dérouler, doivent être prises à l'échelle des gouvernements, des États, voire au-delà de l'Europe, et puis des actions mondiales. On pense aux conséquences sanitaires des changements climatiques, par exemple. Et pour terminer, Guillaume Lecoq, dites-nous pourquoi vous, docteur en pharmacie, vous avez voulu, disons-le, c'est un livre grand public, accessible, c'est pas un livre très, très technique, vous parlez aux gens. Qu'est-ce que vous avez voulu lancer comme cri à travers cet ouvrage? Vous voyez, il n'y a pas une journée, je pense, où l'actualité ne fait pas part d'un problème de santé environnementale. C'est-à-dire des problèmes de santé liés ou des risques pour la santé liés à des polluants de l'environnement. Et malheureusement, on ne voit pas tout de suite l'interaction qu'il y a. Tout est connecté. On ne peut pas traiter séparément les problèmes liés au dérèglement climatique avec les pollutions chimiques que vous avez évoquées. Donc c'est ce que j'ai voulu montrer, qu'il y avait besoin d'une vision systémique, écosystémique de la santé et des interactions entre l'homme et son environnement pour éviter justement cet effet boomerang et les répercussions sur la santé humaine de ces altérations que nous portons à notre environnement. Et en sachant qu'il faut parfois aussi compter sur des lobbies très puissants, notamment s'agissant des pesticides. Merci beaucoup, Guillaume Lecoq, d'avoir répondu à nos questions.